Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Salut, c'est Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, je suis donc avec un invité très spécial. Eh ben salut Pang du coup. Salut. Alors pour les internautes qui te connaîtraient pas, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle HNO. Ouais, la chaîne O Hypno, je crois. HNO Je Hypnose. connais même plus le nom de la chaîne. Ok. Où moi j'ai re-regardé, parce que je t'avais connu depuis un petit moment, mais j'ai re-regardé où j'ai vu que t'as pas loin de 2000 vidéos. J'ai regardé ça aussi il y a pas longtemps, je me suis dit, ah ouais, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Ah, moi ça m'a coupé, parce que moi j'arrive à 25 après 2 ans, tu vois, donc c'est vrai que t'as une productivité absolument... Ouais, mais moi je m'étais marré à me dire, tiens, qu'est-ce que ça ferait si je fais une vidéo par jour. Puis d'une vidéo par jour, je suis passé... donc pendant un an, c'était mon délire. Je suis passé à une vidéo sur 2 ans, une vidéo sur 3 ans, et là je suis sur la 4e année. D'accord, ouais, donc ça fait pas mal, ok. Donc, Parce que une des choses, bon ça fait un moment que je te suis de loin, donc et pour l'hypnose et pour les arts martiaux aussi qu'on a en commun, bon. Et l'autre jour j'ai partagé sur ma page Facebook un de tes e-books où tu racontes un peu une espèce de changement de paradigme que tu as eu dans ta pratique thérapeutique. après le crépuscule de l'hypnose. Voilà, ouais, tu peux nous raconter un petit peu en détail ou ça m'intéressait bien ça? Bah en fait, je l'ai écrit il y a 2 ans. J'ai écrit en une soirée parce que je sortais de séminaire où j'étais sur le cul de me dire merde, régulièrement j'ai les mêmes récurrences avec les apprenants. C'est-à-dire que je me prétends pas être un prof particulièrement bon, hein, autant dans les arts martiaux que dans l'hypnose, mais je me dis souvent, tiens, il y a des points clés qu'il faut tenter de faire acquérir à ton partenaire, à ton apprenant. Et je suis souvent abasourdi par me dire, mais attendez, vous avez même pas compris la base de l'hypnose, je cherche même pas les techniques, je m'en fous, ce qu'est une transe. Et en fait, j'étais sur le cul de me dire, on passe notre temps à parler d'hypnose, mais la plupart sont encore en train de se dire qu'il faut que le partenaire soit en mode zombie, avec la bave ici et qu'il ne bouge pas pour qu'il y ait une transe. S'il ouvre les yeux, s'il parle, s'il saute, s'il crie, s'il a des émotions, s'il a plein, c'est pas normal, c'est pas bien. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui voient la transe comme un truc hypotonique de ralentissement, alors qu'un concert de heavy metal, pour eux, c'est pas une transe. Quoi. Ils ne se rendent pas compte que c'est aussi une transe ou un meeting de Macron ou un truc. Exactement, ou sinon ils vont te dire, ah non, mais là il y a une différence entre une transe chamanique et une transe hypnotique. Non, une transe reste une transe. Après, c'est comment on va l'orienter dans le cadre qu'on présuppose. Et c'est en fait de là où je suis parti, où je me suis dit, mais on fait des conneries. Et quand je dis on, moi le premier, c'est-à-dire que dans notre modèle d'enseignement, dans ce qu'on veut montrer de l'hypnose, dans la façon d'aborder l'hypnose aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'erreur sur certains aspects. Et on voit que ça évolue. Déjà depuis 2 ans, si tu regardes, il y a Cyril Champagne sur l'Arche qui... à sa recherche, propose des cheminements qui sont différents. L'Arche est en train de s'ouvrir sur plein d'autres trucs. Déjà que c'était une boîte qui était ouverte, mais là, tu vois, ils ouvrent. Et je trouve qu'il y a une réflexion pédagogique. Bah, on en parlait il y a 5 minutes sur toi et les cours, par exemple, en IMPO que tu as pu proposer. Cette notion à dire, mais on a peut-être quelque chose à reprendre. Aujourd'hui, on répète un schéma PNL hypnose depuis les années peut-être 90, 80-90. Toujours le même, et on voit Tech 1, Pratt et Tech, Pratt et Master Pratt, c'est toujours la même chose, que ce soit en PNL ou en hypnose érectionnelle, on est à peu près dans le même truc. Et au bout d'un moment, j'ai eu en plus la chance là, de faire des séminaires à l'étranger, aux US avec Bendler, etc. Et tu dis, mais on est quand même sur un modèle d'enseignement qui est un peu fossilisé, un complètement. petit peu. Tu vois, ce que je dis souvent aux gens, je dis on retrouve le problème qu'on a dans les arts martiaux. C'est-à-dire, on a une pédagogie qui est trop ancienne, on valide des gens, c'est comme si tu validais des grades, mais de manière tu comprends pas, parce qu'ils ont passé un examen à un moment T, alors ils sont valides, mais tu les as vus 3 semaines, les gars, 1 mois et demi, formation d'hypnose c'est quand même 1 mois et demi, 2 mois à tout casser, et tu lui donnes un certif qui va dire que tu le valides à un moment T. Alors que tu ne sais pas comment il est dans sa progression. Donc quand on donne des grades dans les arts martiaux, tu peux faire un examen, mais en général c'est ce qu'il a fait de manière globale qui est intéressant. Là tu sais pas, tu vas l'avoir 1 mois, 2 mois, et puis après disparition. Tu sais pas. Donc pour toi c'est vraiment parti depuis un point de vue d'enseignant, de penser à une transmission, en tout cas le début de ce qui t'a fait accoucher du e-book. Et aussi de notre pratique à nous, c'est-à-dire que on est dans une pratique, en tout cas moi ce que j'observe, qui est vachement symptomatique. Donc
on met de côté la notion psychothérapeutique parce qu'on dit on n'est pas des psychothérapeutes, alors que le mot psychothérapie a été mis en avant par Bernheim, qui est l'école de Nancy, qui était hypnotiste, c'était génial, pour parler de l'hypnose. Donc on va avoir une espèce d'antinomie où aujourd'hui on dit mais non, moi je fais de l'hypnose, je fais pas de la psychothérapie. Pour les auditeurs, peut-être préciser que justement ça fait quoi, une quinzaine d'années, 10 ans, 15 ans, depuis l'amendement Accoyer, que le terme a été tamponné, parce qu'avant tout le monde pouvait. Aujourd'hui c'est psychopressien. En fait il y a des espèces d'affrontements de lobby pour le contrôle de parts de marché, en fait, tout simplement, et qui essaient de contrôler. C'est assez orwellien, c'est en contrôlant les mots, on espère contrôler les comportements. Voilà. C'est très hypnotique d'ailleurs comme concept. Hein. C'est de la pure hypnose, oui, c'est complètement hypnose en fait. Enfin, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'en reparlerai d'ailleurs probablement le jour où je voudrais me faire encore plus d'ennemis, puisque j'ai le nom pour faire ça sur la chaîne. Voilà, mais c'est bien, ça veut dire comment tu fais réagir. C'est le but, ouais. Et donc tu vois, ça a été sur cette notion où moi je me dis, putain, l'hypnose aujourd'hui on la limite à je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, j'ai 2 addictions et j'ai 3 phobies, et l'hypnose c'est ça. Puis à côté, on prend pas, si en 3 séances t'as pas fini, ou en 5 séances, t'as pas changé la vie du gars, tu fais de la mauvaise hypnose, c'est pas de l'hypnose, etc., etc. Et dès que tu commences à dire, mais attends, c'est pas simplement un monde de suggestion, c'est aussi un monde de réponse à la suggestion. C'est une structuration qui se fait petit à petit, et que la psychologie doit être, le doigt il est faussé, mais pourrait être plus enseignée, ou en tout cas mise en avant, parce que ça fait partie, on est une sous-discipline de la psycho, et il serait important de l'étudier, de la voir, etc. Mais dès qu'on dit ça, on dit, non, mais moi je suis l'hypnose, je suis pas de la psycho. Mais si, on fait de la psycho. Et tu vois, c'est tous ces leurres où moi le premier, quand j'ai appris, je me dis, non, on est thérapie brève, on pense pas à thérapie longue durée, on pense pas à rien, c'est de la connerie, parce que j'étais formaté, comme tout le monde, à dire, j'ai eu ma petite ceinture noire, et maintenant je sais mon kata, je sais faire ça, donc... Et au bout du compte, avec le recul, tu te dis, mais non, c'est vachement plus vaste que ça l'hypnose, mais non, c'est vachement plus ouvert que ça, mais non, c'est pas je dois faire une métaphore ou je fais une suggestion directe, qu'importe le style que tu préfères, c'est vachement plus intéressant, plus complexe, ça touche différentes choses, et on a réduit à ce niveau-là, et en plus, on dit, voilà, l'hypnotiste, il doit faire ça, il est comme ça, en gros, on a figé une identité en fait, on a créé une transidentification qui a réduit l'horizon des praticiens. Et moi c'est un truc que j'ai beaucoup observé, parce que moi j'ai commencé l'hypnose en 2000 je crois, je dû être certifié en 2001, 2002, etc. et PNL. Et je me suis énormément retrouvé dans ton parcours quand j'ai lu ce e-book, et je m'étais dit que c'était, enfin on va y revenir après plus tard, mais sur ton changement de paradigme, hein, mais parce que c'est vraiment quelque chose moi que j'ai vécu, que j'ai traversé aussi, et où j'ai remarqué que c'était vraiment ce que j'appelle moi, enfin ce que j'appelle, c'est pas, le mot n'est pas de moi, mais je le popularise, ce que j'appelle une antitélie, c'est-à-dire quelque chose qui crée l'inverse de l'effet escompté. C'est-à-dire qu'en contrôlant, en voulant contrôler les praticiens, en brevetant le mot psychothérapie, etc. Du coup, là où l'intention initiale c'était effectivement de créer un cadre sécurisé avec entre guillemets que des psychologues ou assimilés qui peuvent faire la psychothérapie, ils ont rétréci l'horizon intellectuel, conceptuel, culturel des gens qui ne sont pas passés par là, et donc du coup ils ont contribué à un appauvrissement alors que c'était censé être exact inverse. Exactement. Et comme d'hab, le fait de contrôler de façon autoritaire va créer très souvent l'inverse de l'effet escompté. C'est ça, et encore que je pense que dans l'hypnose, la complexité, c'est que la plupart du temps, on a rarement mis l'hypnose en lien avec la psycho. C'est-à-dire que on sait que le maître mot et le haut sensei de tout ça, c'était Erickson actuellement, et donc il disait ouais mais l'hypnose c'est pas de la psychiatrie, c'est pas de la psychologie. Il a quand même défini des lignes directrices que... Et c'est génial quand on pense que c'est un contournement du facteur critique, la transe, d'accord ? Donc, contournement du facteur de jugement. Depuis qu'Erickson a dit ça, plus personne ne juge l'hypnose, c'est-à-dire ne remet en question. C'est-à-dire qu'on accepte le paradigme proposé par quelqu'un qui était brillant, qui était bon à ce moment-là, mais on se dit, bah non, Erickson en gros a dit ça. Après, on a eu des gars super bons en France, hein, mais on suit toujours cette notion. Donc en gros, on a un grand maître, ce grand maître, on ne remet plus en question, donc on est dans une transe. C'est génial. On nous enseigne à être en transe, dans une transe qui est une transe collective, entraînée par quelqu'un qui à un moment donné a redéfini l'hypnose de manière plus moderne, et on se dit, bah non, maintenant on sort plus de là. On est dans une espèce de transfert complet avec c'est ce que j'appelle moi des chamans culturels, et c'est justement, tout le propos moi, que j'essaie d'avoir sur la chaîne, c'est d'essayer d'amener des gens à conscientiser exactement ce que tu viens de dire. J'aime bien parce que tu dis avec d'autres mots, donc c'est cool, parce qu'il y a d'autres gens qui vont tiquer, et ça c'est cool.
de voir qu'on ne peut, en admettant qu'il y ait une vérité à trouver en mode chercheur de vérité, c'est vrai que c'est déjà un sacré postulat, hein. Mais si on a envie de rentrer dans ce postulat-là, ce qui est clair, c'est que on ne peut pas trouver la vérité si on reste uniquement dans les rails des chamans culturels et de la génération d'avant, effectivement. Bien sûr, mais c'est tout ce qui a été intéressant. Tu vois, moi, bon, j'ai été formé en PNL, puis après, la PNL, je me suis dit, attends, je vais aller aux racines de cette discipline que j'adorais, et que j'adore toujours. Je suis allé en hypnose, donc comme tout le monde, hypnose, la première fois que j'en ai parlé, on m'a dit qu'il faut faire d'hypnose ericksonienne, de toute façon, il n'y avait pas autre chose. Donc, je vais me former en hypnose ericksonienne, et moi, la première chose que j'ai vue, je me suis dit, putain, c'est une hypnose de vieux. En fait, c'est de la. Non, je me suis dit, c'est de la PNL de vieux, pardon. Je me suis dit, en fait, c'est de la PNL, sauf que c'est vachement long. Ouais. Sauf que, et pourtant c'était pas inintéressant, mais je me suis pas retrouvé dedans. Et donc la chance a fait que j'ai pu croiser notamment un de mes profs de PNL qui m'a dit, bon alors toi effectivement Erickson c'est pas ton truc, regarde ce gars là il va te plaire. Et il m'avait balancé un truc de Kine. Ok. Putain, je vois le gars et je fais, révélation. Déjà je crois que j'avais une PNL qui était un peu énervée, et je me suis dit peut-être que c'est pas terrible, etc. J'avais pas vu encore vraiment ce que faisait Bendler. Quand j'ai vu Bendler, j'ai fait ok c'est bon ça va, je peux faire n'importe quoi, il le fait aussi. Et après j'ai vu Kine, et Kine c'est aussi un gros énervé dans sa manière de faire quand il était dans les années 80, il était costaud. Et je vois ça et je me dis waouh, c'est le strict inverse du paradigme qu'on vient de m'enseigner, et pourtant ça marche. Et là je me suis dit waouh, mais il vient d'où, qu'est-ce qu'il fait, où, quand, comment. Donc après je suis allé chercher, et c'est là où quand j'ai commencé à parler un petit peu d'Hellman en France, et j'ai fait chier tout le monde avec mes vidéos. Mes vidéos au départ c'était ouais regardez il y a une autre chose. Moi c'est pas dire que j'ai raison, je pense absolument pas, comme tu dis, chercheur de vérité, c'est grande gueule quoi, c'est pas le cas. On cherche de trouver des voies d'accès pour trouver ce qui nous correspond. Et dans ce cheminement là, je me suis dit putain, on s'enferme dans une croyance qu'il n'y a que l'hypnose ericksonienne et que c'est l'hypnose des films belles, qui fonctionnent, etc. Alors qu'il y a d'autres façons de voir qui sont très intéressantes, qui ont fait leurs preuves, et qu'on a, limite quand on en parlait, quand je parlais d'Hellman au départ, on se foutait de ma gueule. On disait mais c'est qui? Ah oui, je sais faire l'induction Hellman. Non mais il a créé un modèle. C'est vachement plus riche qu'une induction. C'est pas une induction, c'est un paradigme. C'est ça. C'est bon que Kine, c'est surtout Kine qui a développé ça. Donc on va dire omni-hypnose, qui se développe de plus en plus, c'est la version une version entière, une structure. C'est comme si tu vois un style karaté X, et t'as Kyoku et t'as Shotokan. C'est deux choses complètement différentes, pourtant on fait les mêmes mouvements. Et j'avais trouvé cette notion de dire ça nous permet de faire une rupture de pattern à une transe qu'on nous a balancée depuis des années. On est dans que ça. Et ce qui a été joli, moi ça m'a fait hyper plaisir. Là, on va dire on est quoi, 2018, en 7-8 ans, t'as des gens qui, quand tu parles d'hypnose hellmanienne, d'Hellman, les gars ils connaissent. Tu vois, mais t'imagines pas comment c'est trippant de voir des écoles qui prennent, on fait truc style Hellman. Tu fais waouh, c'est le truc, t'en parlais, on te regardait. En France, il y avait un gars sur un site internet qui en parlait, injoignable. Et c'était il y a 7 ans, 8 ans. Quand tu vois, t'imagines le délire. Et tu te dis, waouh, on est en train de progresser. Alors, tu vois, moi je suis un peu vénère parce que je pense qu'on est dans l'erreur. Et vraiment, je m'inclus dedans sur notre mode d'enseignement où on va aller trop vite. Je pense qu'il faudrait 2-3 ans d'enseignement, comme une psychopratique entière, mais psychopratique d'hypnose. Et où on reprend du temps pour étudier un peu de base psycho, un peu de psychanalyse, qu'on y adhère ou pas. De toute façon, la psychanalyse est la fille de l'hypnose. Moi j'ai été formé en 3-4 ans à ce genre de choses. Tu as été formé en 3-4 ans. Effectivement, tu parles vraiment de formations qui sont ramassées sur un mois ou un truc comme ça, tu veux dire ? Aujourd'hui, parce que si tu n'es plus vraiment dedans, en gros aujourd'hui, en 2 mois, tu peux devenir, je pense 2 mois ça doit être à peu près ça, un maître praticien. En gros, tu arrives à un praticien en 15 jours, 3 semaines, et maître praticien avec tout le monde peu que c'est, maître praticien, c'est juste, on va dire, un praticien plus. Tu rajoutes 15 jours, on va dire en 1 à 2 mois, t'es praticien. À la limite, ça veut dire qu'ils ont filé tout le matos théorique, pas forcément que l'autre a digéré en fait. Exactement. Mais ça me paraît pas absurde vu la quantité de trucs, de matériel. Après, il faut digérer et avoir le temps du feedback qui permet c'est exactement ça. Et puis je pense qu'il nous manque quand même, tu vois, au fur et à mesure des années, on a entendu de plus en plus de gars qui disaient faut faire des cours de psychopatho. C'est vrai, c'est pas faux, c'est intéressant d'aller faire de la psychopatho. Et puis quand tu commences à parler, après avec les accords et les désaccords, mais juste ne serait-ce savoir, moi j'aime bien la psychanalyse et une notion de transfert.
On me dit, ouais, mais en hypnose, il n'y en a pas. Alors après, on se bat, etc. Oui, mais ne serait-ce que savoir quel est le discours de tout ça, c'est intéressant. Tiens, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que moi, je sais qu'effectivement, ayant d'abord été formé aux thérapies brèves, donc hypnose, PNL, analyse transactionnelle, etc., pareil, j'ai entendu, enfin, en fait, j'ai même pas entendu qu'il n'y a pas de transfert en hypnose, c'est on ne m'a pas parlé de transfert en hypnose, mais pas du tout, pendant toute ma formation, et comme j'avais 20 ans, bah, j'avais rien lu, et du coup, bah, j'avais jamais... Enfin, si, pour moi, c'était un vieux mot de mecs qui sont comme ça dans un bureau. Bon, donc... c'est après, quand j'ai étudié la psychanalyse et d'autres systèmes où j'ai regardé ça, mais où, qu'est-ce que t'en penses? Parce que pour moi, par définition, dans l'hypnose, il y a quand même un aspect régressif vers une transe de régression en âge, de soumission à un chaman ou quelque chose comme ça. Alors, je sais que la transe, c'est personnel, c'est soit on fait jamais d'hétéro-hypnose, on fait toujours de l'auto-hypnose, on ne fait que se faire guider, blabla, mais... N'empêche qu'à un moment donné, accepter de se faire guider dans son subconscient comme ça, on est quand même dans un rapport hautement transférentiel. Qu'est-ce que moi, quand j'ai lu Ferenczi, j'ai fait, mais putain, il a vachement raison. Donc, tu vois, le père du transfert, c'est Ferenczi. Ok. Et puis, j'ai commencé à regarder. Et pour moi, de toute façon, tout rapport est transférentiel, que tu le veuilles ou non. T'arrives, tu vas voir un thérapeute, il y a un transfert. Ça va être ton père, ta mère, ton chat, le gars que tu détestes. Il y aura toujours. La transe, tu la guides. Donc, c'est quand même de l'hétéro-hypnose qui entraîne, si on veut, dans de l'auto-hypnose, mais c'est quand même parce que je vais le leader qu'il y va. Donc, comme tu dis, la plupart du temps, 90% de nos partenaires, nos patients, ils sont en posture d'enfant. Oui, d'accord. On se met en quoi? En posture de parent. Ils sont en transfert. Quand ils sont en colère contre nous, quand par exemple on fait un peu plus de conversationnel et qu'on les énerve, qu'on les pique, qu'on va commencer à jouer sur leur pattern et les dissonances de leur pattern, ils vont pas nous voir nous, ils vont nous voir, et c'est ça le transfert. Moi, toute ma thérapie est basée là-dessus à fond, et sur un transfert qui est tellement assumé, où on pousse le truc. J'ai vachement été influencé moi par Farelli, par des trucs très comme ça, voilà, très comme ça, et où justement l'idée, enfin, en tout cas moi dans ma façon de faire aujourd'hui, je joue énormément avec ça, jusqu'à ce que ça devienne tellement gros, que ça leur muscle leur capacité de voir ce qui se rejoue, pour que quand ils le rejouent ailleurs, ils disent oh merde, c'est comme avec le psy, quoi. Donc, alors que moi je vais leur faire péter un câble, en devenant la pire chose qui transfère sur moi. Et gérer en fait dans le cabinet à un moment donné, dans la transe, donc de régression ou la transe de vie à ce moment-là, ce qui va rejouer la scène. Donc pour moi, clairement, il y a du transfert. Mais c'est intéressant parce que c'est quand même un thème qui a été beaucoup discuté dans les années 70, qui était vraiment chouette à ce niveau-là, et qu'aujourd'hui on n'en parle même plus, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne nous en a jamais parlé. Et quand de temps à autre j'en papote, j'entends des discours des années 70, à dire oui mais non, on a montré qu'en hypnose il n'y en avait pas. C'est faux, il y a encore ce débat-là. Et après, chacun a sa perception, ses trucs, etc. etc. On voit que l'hypnose est multiple. Néanmoins, moi, dans ma petite vision, ma petite fenêtre de l'hypnose que j'ai aujourd'hui, je me dis non, bien sûr qu'il est là. Et d'autant mieux, c'est d'autant mieux parce qu'on peut le travailler. Et ce que je dis aussi à beaucoup de thérapeutes, attention, s'il y a transfert, il y a contre-transfert. Et le contre-transfert, si tu ne sais pas le gérer à la Farelli, ou même parfois à la Bender, donc en plus en provocatif, ou à la Gestaltiste, mais bon, qui était aussi tout aussi provocatif, tu vas faire une séance pour toi et pas une séance pour ton partenaire. Et vu qu'on t'a jamais dit qu'il y avait une possibilité de transférentiel, bah, tu te poseras jamais la question. Quand tu te mets en posture de sauveur, ou en posture d'infirmière, ou en posture de Dieu, bah, je suis désolé, mais tu es en rapport, tu es dans ta problématique, donc tu sauves l'autre, d'où il faut moins de X séances pour, parce que si tu le sauves pas lui, dedans après, c'est la merde. C'est ça. Et puis si tu le sauves pas, tu t'es pas sauvé. Ça veut dire que ça te remet toi face à tes échecs, tes trucs. Tu vois, c'est là où, ne serait-ce que les maîtres, après les gens font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je pense qu'il faut une culture, la culture psy, qu'au départ, moi, j'étais le premier, hein, vraiment, j'ai aucune honte à dire, bah, comme toi, NLP, les thérapies brèves, moi j'ai commencé par l'énergétique, donc je sais même encore avant, tu vois, j'étais vraiment dans le truc, je suis Dieu, quoi. Oui, alors après, avec la pseudo-modestie qu'on a tous, oui, mais je suis qu'un canal, blablabla. J'allais dire le même mot pour mot, tellement c'est un pattern récurrent. Bien sûr, je suis un canal. Oui, mais bon, t'es quand même... Il y a une espèce d'ambivalence qui est un peu complexe à gérer. Et quand tu commences à te dire, ah bah ouais, mais là, moi je le faisais, j'avais des flashs, tu vois. Donc en plus, je pourrais te dire, tiens, mais t'as mal là, mais est-ce que je lui donnais une suggestion ou est-ce que c'était une réalité? Toi, c'est là où... Quand tu commences à te dire, waouh, la suggestion, le transfert, le truc, le machin, ça a du sens. Et tu te dis, peut-être qu'il va falloir repenser notre façon de faire. Sans dire que ce qui est fait est absolument mauvais, c'est juste que aujourd'hui, on a figé tout ça, on l'a accepté, c'est commun,
Et quand tu commences un petit peu à dire, mais les gars, je pense qu'on couille, il y a quelque chose qui va pas, on a merdé quelque part. C'est comme, je parlais hier avec un pote du Kyoku et je dis, putain, tu regardes Oyama, ce qu'il faisait, c'était pas beau, quoi. Je le regardais faire des kicks et tout, c'était dégueulasse. Le Kyoku des années 70-80, il est moche. Maintenant, mec, attends, c'est des warriors, il y a une finesse et tout. Et tu dis, mais c'est normal, il y a une remise en question, il y a une évolution. Et nous, on veut pas. On veut depuis 81. Il y a Mimile, il est mort. Bah, on bosse pas des masses. On a eu Godin en France qui s'est quand même bougé les fesses pour créer une nouvelle hypnose et tout ça. Mais tu sens que c'est chaud, hein. On a du mal. On en vient à peine depuis peut-être 10 ans à dire, ouais. L'hypnose, les inductions instantanées, c'est pas mal. Putain, les premières fois, moi je suis sorti faire de la rue, on m'a dit t'es un taré, qu'est-ce que tu fais, l'hypnose c'est que dans les cabinets, et quand tu dis attends tu peux être bienveillant dans la rue, les instants on peut les utiliser en cabinet, et plus tu fais de travaux potentiels dans un cadre ludique, plus tu deviens tranquille pour ton pré-talk. Le pré-talk, il y a 10 ans, personne n'en parlait. Le pré-talk, c'est ce qui... Je dis ça parce que tous les auditeurs savent pas forcément. Le pré-talk, c'est ce qui se passe avant le début de la séance. C'est simplement qu'est-ce qui se passe quand tu dis bonjour à la personne, qu'est-ce qui se passe, comment tu l'accueilles avant, et tout ce que tu subcommuniques avant qui va te créer un terreau fertile pour ça. Et l'ensemble du système que en gros, tu es ton cadre. Tu es en train de donner à ton partenaire. Alors, le bonjour, salut, donc tu vas voir tout plein de patterns. Et outre ça, d'un point de vue purement technique, c'est ok, je te définis ce qu'est l'hypnose, comment. C'est un moment pour enlever les peurs, les craintes, les attentes excessives, etc. Donc, il y a un vrai. C'est le moment où en fait on est déjà en train de la sécurité, quoi, on installe un lien, etc. On oriente notre partenaire dans quelque chose où c'est clair pour lui. À savoir que tout ne peut pas être forcément en sécurité. C'est-à-dire que moi, par exemple, feedback que j'ai eu avant-hier, dit non mais quand on vient chez toi, on rentre dans une cage. Tu vois, c'était un boxeur, le gars. Mais il dit, une cage au sens le ring. D'accord, donc c'était une cage, ça aurait été une métaphore assez... Non, mais tu vois, dans la notion de cage boxe, MMA, tu vois. Et on va en prendre plein la gueule, sous-entendu, quoi. Exactement, et tu vois, la notion bienveillance choupidou, elle n'y est pas forcément dans le... Mais pour autant, les gars reviennent. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, on sait qu'on risque de morfler. Je dis, attendez, on ouvre simplement ce que toi, tu es prêt à vivre, quoi. Et cette notion-là, elle est quand même assez intéressante. On n'a pas forcément besoin d'une hyper-sécurité. Tant que les gens, ils ont une confiance. C'est marrant, c'est-à-dire que le mec, il est insécure, ils ont peur, hein, ils sont pas forcément toujours à l'aise, et pour autant, ils se disent, ouais, mais c'est comme ça que ça me parle. Ou en tout cas, ça a un sens. Oui, parce que, moi je sais que je leur dis souvent, oui, c'est une thérapie qui est difficile, où il faut une paire de couilles, une paire d'ovaires. Sous-entendu, effectivement, ils peuvent être en sécurité à partir du moment où tu leur dis, attention, si on va là, ça pique, et qu'effectivement ça pique, ils se disent, bon, bah ça va, il m'avait dit que ça piquait, donc il y a le rapport. Ouais. Il y a un point comme ça qui m'avait particulièrement touché, là que tu as un petit peu évoqué, mais tu parlais dans ton e-book de plus ou moins de toute puissance, tu sais, ou justement d'arrêt de la toute puissance du thérapeute, comme ça. J'avais pris quelques petites citations où tu disais l'hypnose est simple, devenir thérapeute c'est plus complexe. J'avais bien aimé. Et tu avais aussi mis pourquoi est-ce qu'il faut que nos vies soient magiques. J'avais trouvé ça intéressant parce que c'est en lien avec un travail de Wolinski, moi, qui m'inspire beaucoup, où il parle de trans hypnotique, de spiritualisation, quand tu disais je suis qu'un canal, etc., tout ce genre de trucs, qui vise justement à se sentir... Ça rejoint certaines vidéos, les dernières vidéos où je parlais de pré-rationnel, justement de pré-rationalité, où il n'y a pas accès à la rationalité, où les gens sont coincés dans des affects infantiles, etc., mais ne s'en rendent pas compte. Et justement, comme tu dis... moins on a conscience du transfert, moins on a de chances de se rendre compte de ce qui nous arrive, donc on va rester dans la même merde avec le gourou, que ce soit un gourou physique dans des sectes ou un gourou comment dire, théorique avec Mimile comme tu l'appelles, j'aime bien, je pique Mimile, et où voilà, et donc du coup, pourquoi il faut que nos vies soient magiques? Parce que l'hypnose aujourd'hui se vend comme une espèce de baguette magique, très rapide et... Comment tu as changé de paradigme par rapport à ça? Moi j'étais donc le premier à être énergéticien, PNListe, la magie, tu vois, rien que Structure of Magic, ça, tu vois, ça me revient d'un coup, tu te dis, on a grandi avec ça, quoi, c'est le bibon. C'est que, moi j'ai changé en fait, là, je pense, mon paradigme de thérapie. Avant je pensais vraiment qu'on changeait les gens. Voilà. Changer les gens. Okay. En leur équilibrant l'énergie, en faisant sauter un pattern, en switchant quelque chose, on changeait les gens. Puis je me suis rendu compte,
c'est un dialogue que j'ai eu hier avec du monde, je me suis rendu compte, mais que c'était pas si vrai que ça. C'est-à-dire que déjà, on change pas grand monde. De le dire, ouais. Même de manière plus générale, les gens changent très peu. Et même avec X années de thérapie, et même avec de l'hypnose, de la PNL, de ce que tu veux, de l'énergétique, ils vont avoir parfois un changement comportemental. Mais au niveau motivationnel, au niveau structurel, il n'y a rien qui a changé. Je reprends souvent l'exemple du moine qui vendait sa Ferrari, qui a été un petit bouquin qu'on trouve dans le développement personnel, mais qu'on retrouve avec des Mathieu Ricard et autres. C'est des gens qui étaient dans du business, ont arrêté le business, sont arrivés dans la spiritualité, mais au bout du compte, nous revend comme un business la spiritualité, quoi. Ils font du bon boulot, mais c'est devenu des marketeurs du Dalai Lama, des marketeurs de la vie zen ou simpliste, etc., etc. Donc en gros, ouais, leur comportement est différent. Ah ouais, le mec n'est pas basé sur l'argent, oui, mais il est toujours sur le modèle de base, c'est-à-dire reconnaissance au travers de quelque chose qu'il met en avant. Et donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait moins de magie que ça, le nombre de personnes qui retournent dans leur pattern, c'est-à-dire que leur comportement a changé, mais leur pattern de fond, leur motivation, si on reprend l'énéagramme, n'a pas changé. Les blessures profondes de l'enfant intérieur, en fait, restent telles qu'elles sont. Exactement. Ouais. Et je suis arrivé à quelque chose à me dire, mais pourquoi vous voulez tous changer? Qu'est-ce qu'il y a tellement dégueulasse à l'intérieur de toi? C'est une question que je pose souvent à mes patients. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a tellement dégueulasse en toi qui t'emmerde? Parce que en gros, tu es en train de me dire que tu es en train de te rejeter toi. J'ai plus envie d'être ça. T'as plus envie d'être ça. C'est si mal que ça d'être ça? Non, j'ai plus envie d'être un nouvel homme, un gars super, au-delà de blabla. Mais pourquoi tu as besoin d'être un surhomme? Donc on est à nouveau dans le mythe du surhomme, mais outre ça, toi ça devient tout ça. Pourquoi tu as besoin de ça? On nous voit une espèce d'idéologie du changement total absolu, et Exactement. d'un claquement de doigts, on pourrait tout effacer, faire une tabula rasa de sa génétique, son épigénétique, ses blessures qui nous ont façonnés dans la petite enfance, etc. Même s'il y a de la résilience. Alors aujourd'hui justement, s'il y a de la résilience, ça se vend, mais si jamais tu dis il n'y a pas de résilience, ça se vend vachement moins, même si c'est tout aussi exact. C'est moi ce que j'avais dit dans un autre petit bouquin, des essais que je m'amuse à écrire, où je disais, mais on est limité. Les gars, on est limité. C'est horrible, hein, ça plaît pas, c'est pas marketing et tout, mais on a un potentiel. Déjà, on l'exploite pas assez, mais on veut être autre chose que notre potentiel. C'est-à-dire qu'on veut, c'est ça le côté magique, c'est en gros, tu peux devenir qui tu veux. Non, tu peux devenir déjà ton plein potentiel. Si déjà t'es ça, t'es en level de ouf. Le truc, c'est que non, ça te plaît pas. On t'a vendu du rêve, etc. Et tu veux être cette espèce de magicien de vie qui se transforme. Et c'est pas vrai. Et la thérapie, on te le vend encore plus. Alors, l'intervenir du rêve, c'est tu changes tout, ce pattern à la con, je le vire, on fait un petit switch, tu vas te sentir bien. Au supermarché, quoi. C'est ça. Ouais. Et alors, avec le temps, je me suis dit, mais non, en fait, pourquoi la thérapie, est-ce que le but, voilà, moi aujourd'hui c'est vers ça que je tends, après dans 10 ans peut-être que j'aurai changé, c'est simplement peut-être accepter juste ce que l'on est. Et ce que l'on est dans nos forces, nos faiblesses, nos lumières, nos obscurités. Et là on vient un petit peu sur Jung qui dit, bah ouais, mais il faut à un moment ou un autre passer dans l'ombre, tu vois. Et sans dire, quand tu dis ça à un thérapeute bref, il va dire, non mais la souffrance, pourquoi la souffrance, on peut l'éviter, on peut aller simplement dans du bon, du juste, du positif. Non, parce qu'en fait, on n'est pas que lumière. Et c'est pas gênant. C'est juste qu'on n'accepte plus aujourd'hui d'être aussi dégueulasse, d'être sombre, d'avoir du vice, d'être pas bien. Aujourd'hui, on est homogénéisé, on est tous pareils. On nous a empêchés d'avoir des ondes, des problématiques. On le voit, notre société, elle est de plus en plus policée. Oui, on planque les handicapés, on planque les malades. Bien sûr. Ouais, justement, parce qu'il ne faut pas voir ça. Ouais. Il n'y a que de la réussite, tu vois. C'est il y a moins de morts par rapport à ça, il y a plus de réussite par rapport à tel. Et ça, tu as toujours cette notion de la magie est en vous, il faut que. Mais la magie, c'est simplement d'être en vie. La magie, c'est simplement de pouvoir se dire à un moment, ok, je suis comme ça. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que dans la thérapie, j'ai des personnes qui par moment viennent avec ouais, c'est un problème dans ma vie, et ils finissent certaines sessions, ils font mais en fait pourquoi je me prends la gueule là-dessus? Je suis comme ça. Bah oui. Et le je suis comme ça, tu sens d'un coup que ça déstructure tout plein de patterns à la con qu'ils ont cumulés, et c'est plus mal ni bien, c'est juste ça fait partie de moi. Ce qui ne veut pas dire que je vais me tuer avec ça, c'est juste ok, je sais que je suis comme ça. Et dans beaucoup de traditions spirituelles, il y a justement ce truc qu'on commence à lâcher le psychologique et on se contente juste de vivre ce qui est là maintenant dans le moment, et c'est bien. Et tu vois, moi, c'est une des premières vidéos que j'ai fait où je disais l'hypnose, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas.
Ce qui est exact, enfin, c'est exactement, voilà, c'est le même fond. Enfin, moi, je me suis complètement aligné avec ce que tu dis, etc. là-dessus. Et je trouvais ça très très riche que justement que quelqu'un qui a une telle notoriété dans le milieu de l'hypnose, comme tu as pu te la construire depuis des années quand même, ouais, on soit arrivé exactement aux mêmes conclusions. Parce que moi, quand j'ai essayé de partager ça avec la communauté justement de l'hypnose, j'ai laissé tous les commentaires en dessous de la vidéo, hein, c'est rarissime que j'en vire. En général, je ne vire que quand il y a des trucs qui disent enculé de ta race, va niquer tes chèvres, enfin voilà, mais sinon tout le reste, et c'était, c'est toujours du coup, puisqu'ils sont déjà d'une violence incroyable, parce qu'il y avait vraiment un truc de logique sacrificielle, de bouc émissaire, tu vois, qui se remettait en disant non mais merde, là tu questionnes le truc qu'on veut pas, et voilà, et donc c'était justement quand je t'ai lu dire ça, je dis ah ok, ça va, je suis pas un alien qui a trouvé un truc, je dis non, c'est simplement la suite logique d'une réflexion menée à son terme sur des bases qui sont ce qu'elles sont, et voilà, historiquement. Après moi j'ai eu plein de feedback du bouquin. Ouais. J'ai vu que je l'ai mis en plus en e-book gratuit et que vraiment mon truc c'était voilà, c'est mon point de vue. Ouais. Comme je dis, hein, c'est une déception d'un certain côté, en même temps quelque chose de très j'aime profondément l'hypnose, je veux simplement qu'on puisse voir l'hypnose comme quelque chose de plus global, de plus intéressant, pas un truc tout fermé. Et bien sûr, il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est de la merde ce que tu dis. Ok, pas de problème, je m'en tape. Par contre, c'est étonnant de voir le nombre de personnes qui adhèrent, qui vont dire ok, je suis pas d'accord avec tout. Par contre, là-dessus, c'est vrai. Et pas des, en plus, pas des personnes qui sont peu connues dans l'hypnose. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont des référents, c'est des gars qui ont des écoles, qui ont des trucs et qui disent ouais, effectivement, il y a des trucs qui bug, ou on est en train d'y réfléchir. Alors, faut quand même comprendre que bouger un modèle qui tient depuis les années 80-90 avec praticien, on va dire technicien, praticien, master, t'as les supports de cours, c'est les mêmes partout. Tu vas dans toutes les écoles d'hypnose, à 90% c'est les mêmes choses. Ça veut dire qu'en gros, quand remettre en question, c'est pas plus, je pense, l'hypnose. Les gens qui aiment l'hypnose, à un moment ou à un autre, se posent ces questions-là. Mais quand c'est ton business, il faut être très pratique. C'est ton business. Tu fais tes trucs, t'es sur les rails, tu t'emmerdes pas. T'as 30, 40, 50, 60 apprenants par session. Tu te fais 2, 3, 4, 5 000 balles par apprenant. Qu'est-ce que tu vas te casser les couilles à dire non mais en fait le système que je suis en train de dire c'est de la merde. Ouais, c'est pas de la merde, c'est à reprendre. Parce que il y a plein de choses bon, mais il faut le voir autrement. Moi quand j'ai commencé à dire il y a 3-4 ans, je dis bah il y a 3 ans je pense, j'arrête de donner des certifs. Pourquoi tu donnes pas de certif? Bah parce qu'en fait je me suis rendu compte que des effets pervers bah ouais, et puis en fait toi tu valides à un moment T par rapport à une notion que toi t'avais. Mais moi l'hypnose que je proposais il y a 5 ans et l'hypnose il y a 7 ans et celle que je propose aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc j'ai validé quelqu'un dans un modèle où les gens se disent oh bah je vais aller voir ce gars là parce qu'il est validé par telle école, mais ils ont peut-être vu mes dernières vidéos en 2017 mais pas celles de 2011, donc ils savent pas. Donc en fait le mec à qui j'ai donné un concept, c'est plus les mêmes. Et moi, je suis le premier à me remettre en question. C'est pour ça aussi, tous les jours, je m'amuse à dire, mais non, mais et si j'avais tort, hein, et si... Et ça se trouve, je dis de la merde. Je pense qu'on n'a jamais complètement raison. Donc, il faut toujours remettre en question. Et la communauté, tu vois, là, elle grandit assez vite, parce que c'est la mode. Mais ça a du bon, parce que les gens sont prêts à remettre en question. Alors qu'avant, quand c'était une espèce de... Imagine, c'est un peu le côté... Il n'y a que les sensei des mêmes écoles qui se revoient tout le temps. Sauf que là, la connaissance, elle commence à y aller. Exactement. Elle commence et il y a des mecs qui viennent d'autres disciplines, d'autres qui se disent plus maintenant que c'est un truc bizarre, d'autres qui ont qui ont un background qui est complètement différent. Et donc, ils acceptent de se dire ah ouais, ah non, bah ouais, mais ça c'est con, ça m'a énervé. Et le dire. Ce qu'il n'y avait peut-être pas il y a 5-6 ans, tu vois. Parce qu'Internet n'était pas vraiment passé par là en mode démocratisation, et du coup, voilà, on est en train de changer de paradigme, donc ok. Bah écoute, merci, je pense que là, on va éviter de faire une vidéo, je sais pas combien de temps ça fait là, mais je pense que ça fait bien 45 minutes. 33 minutes. 33 minutes, bon bah voilà, c'est très très bien, on me dit que les gens préfèrent des formats, bah c'est parfait, 33 minutes, c'est cool. Et ben je te remercie, Pank, peut-être qu'on se refera un truc, je sais pas, bon voilà, faudra qu'on en discute, mais voilà. Yes. Donc,